Le nouvel esprit public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette émission qui n'est pas tout à fait n'importe laquelle puisque c'est notre 300e émission, sans doute la 54e si j'ai bien compté à l'école alsacienne. Et à l'occasion de cette 300e émission, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir le prix Nobel de physique Alain Aspect. Alain Aspect, bonjour. Bonjour. Vous êtes prix Nobel de physique, mais vous êtes aussi un auditeur du Nouvel Esprit Public et c'est à ces deux titres que nous sommes heureux de vous accueillir, le second étant moins connu que le premier, mais n'étant peut-être pas moins méritoire. Pour vous accueillir et pour parler avec vous de vos travaux et des conséquences de vos travaux, Sven Ortoli, qui est responsable des hors-séries de Philosophie Magazine avec qui, pour la première fois, nous organisons un partenariat qui est appelé à se répéter dans l'avenir autour de diverses thématiques. Vous connaissez tous Nicole Niesotto, vice-présidente de l'Institut Jacques Delors, et Marc-Olivier Padis, directeur des études de la Fondation Terra Nova. Je voudrais remercier d'abord Julien Neuville qui a cru en nous le premier jour, et Dieu sait que c'était pas évident, on avait l'air de chiens battus sans collier. Lui, pour tout dire, avait encore du placenta dans les narines, en tout cas en ce qui concerne le métier de podcasteur, et même d'une manière générale, je crois, Julien, que tu avais 25 ans, quelque chose de ce genre. Mais il nous a fait confiance, il s'est occupé de nous trouver un studio, etc. Et nous voilà ici, et puis parmi ceux qui très vite, immédiatement même, nous ont soutenus, il y a bien sûr l'école alsacienne, que je suis heureux de remercier une nouvelle fois, et puis nos camarades du 1, qui ont tout de suite téléphoné pour dire comment est-ce que on peut donner un coup de main. Ces remerciements étant faits, auxquels je dois ajouter tous ceux des auditeurs qui, par leur contribution financière, nous ont permis d'arriver jusqu'ici, et même plus encore, tous ceux des auditeurs qui, demain, pour ne pas dire cet après-midi, tout à l'heure, vont apporter leur contribution financière défiscalisée à hauteur de 66% à notre podcast qui, blague à part, en a, comme d'autres, mais autant que d'autres, bien besoin. Avant de passer au sujet principal qui nous réunit, j'aurais voulu demander à Alain Aspect un ou deux aspects personnels sur sa biographie. Peut-être simplement dans son bonjour, vous avez entendu qu'il n'est pas originaire de Dunkerque, contrairement à ce que de mauvais esprits pourraient essayer d'insinuer. Et en même temps que cet aspect de votre biographie, j'aimerais bien que vous nous parliez de deux sujets. D'une part, comment le goût de la science arrive à un garçon du Lot-et-Garonne. Non pas que je pense qu'on est dans le Lot-et-Garonne plus fermé que dans l'Aveyron à la science, mais c'est évident que ce goût de la science a besoin d'intermédiaires, de modérateurs, de médiateurs pour arriver. Et puis, l'autre chose qui intéresse tout le monde, bien que nous faisions semblant d'être très au-dessus de ça, mais enfin, quand nous allons chez le coiffeur, s'il y a la revue des Jésuites sur la table et Gala, il est probable qu'on prend plus souvent Gala. Et donc, j'aimerais que vous nous racontiez comment ça se passe, le prix Nobel. Alors, le goût de la science, c'est une question que je me suis posée juste après l'attribution du prix Nobel. Je me suis dit, mais au fond, ça remonte à quoi? J'ai d'abord pensé à mon professeur de physique du lycée d'Agen, Maurice Hirsch. J'ai déjà raconté ça plusieurs fois et je maintiens que c'est vraiment lui qui a formé ma personnalité de physicien. Mais en réfléchissant un petit peu plus à fond, je me suis demandé pourquoi j'attendais avec impatience, quand j'étais au lycée, d'avoir des cours de physique, car à mon époque lointaine, on ne commençait la physique qu'en seconde. Et j'étais impatient d'avoir la physique. Pourquoi étais-je impatient? Je pense que je le dois vraiment au maître d'école, instituteur, qui, dans ce petit village du Lot-et-Garonne, à une époque où il y avait bien peu d'éléments techniques, c'était encore une société très rurale, eh bien, ces instituteurs nous faisaient ce qu'on appelle des leçons de choses, et en y réfléchissant, j'ai quelques expériences en tête qui, immédiatement, m'ont montré ce qu'est la physique, à mon avis, en tout cas la raison pour laquelle je l'aime. On observe un phénomène plus ou moins étonnant, mais
ensuite, on va être capable de l'expliquer. C'est pas de la magie. C'est quelque chose d'étonnant pour lequel on peut apporter une explication rationnelle. Et je pense que vraiment, ça m'a été donné par les leçons de choses de l'école primaire. Quelle est la deuxième question ? La deuxième question, c'est comment ça se passe le prix Nobel ? Vous êtes chez vous, le téléphone sonne, et comment s'enchaînent les événements ? Et une fois que vous êtes sur place... Alors ça, c'est amusant. Je ne suis pas chez moi, je suis dans une commission à l'Académie des sciences car j'ai décidé de ne rien changer dans mon agenda sous prétexte qu'il pourrait y avoir le fameux coup de téléphone de Stockholm. Je suis donc dans cette réunion de l'Académie des sciences et je reçois un texto, un SMS de l'assistante de direction de l'Institut d'optique qui est nouvelle, donc qui ne connaît pas les usages et qui m'envoie un texto en disant à propos, quel est le site web sur lequel il faut regarder pour savoir si vous avez le prix Nobel. Il est 11h moins le quart. J'ai les traces encore. Je lui réponds, c'est sûrement pas le cas, sinon je serais déjà prévenu. Bon, 5 minutes se passent, nouveau texto de l'assistance, il y a quelqu'un de Stockholm qui veut absolument vous parler, qui ne veut pas dire pourquoi, est-ce que vous m'autorisez à lui donner votre numéro de portable ? Et à partir de là, ça s'enchaîne. Mais c'est vraiment un quart d'heure avant l'annonce officielle sur Urbi et Orbi. Et alors ensuite, vous vous rendez à Stockholm, quelques temps après, et là, quelles sont, en dehors de la partie de la cérémonie qu'on connaît tous parce qu'on l'a vu à la télévision, mais il y a beaucoup de choses avant, pendant, à côté, après. Alors, il y a beaucoup d'à côté. Il y a les à côté, je dirais, institutionnels, y compris aller faire des prestations dans les universités, dans les lycées. Il y a une école française à Stockholm. Il y a un certain nombre de choses relativement officielles. Il y a la partie royale. Alors ça, c'est tout à fait extraordinaire. Savez-vous que j'ai eu les honneurs de point de vue image du monde ? Ouais. Non pas. C'est la moindre des choses. Pas grâce à moi, mais parce que j'ai eu l'honneur. Alors il se trouve que la physique est la première discipline sur le testament Nobel et Aspect se trouve avant Zeilinger par ordre alphabétique. Donc j'étais le premier des lauréats. Donc j'ai eu le grand honneur de descendre le grand escalier avec la princesse héritière. Ceux d'entre vous qui lisent Gala sauront que c'est Victoria, moi je savais pas. Toujours est-il que cette photo avec la princesse héritière est d'un point de vue image du monde. Si on m'avait raconté il y a 50 ans, ma logeuse à Agen lisait point de vue image du monde. Si on m'avait dit qu'un jour je serais d'un point de vue image du monde. Donc il y a tout ce côté royal, bon, qui est relativement amusant et impressionnant. Quand vous arrivez en haut de l'escalier, si vous voyez des photos sur Internet, vous arrivez en haut de l'escalier du banquet Nobel et vous avez 1500 personnes qui sont là, qui se lèvent, qui vous attendent. Vous avez, les tables sont décorées d'une façon absolument somptueuse. Il y a quelque chose qui est très intéressant dans la Suède, c'est qu'ils sont très très fiers d'avoir le prix Nobel et donc c'est en direct à la télévision 24 heures sur 24 si j'ose dire. Bon, quand on dort normalement il n'y a pas de caméra dans la chambre, mais ils filment absolument tout et on peut le voir en replay, etc. C'est un peu comme le Tour de France d'ailleurs. D'ailleurs ça ressemble au Tour de France dans le sens que auparavant, ils sont venus chez moi, ils ont pris des images. Et donc, comme au Tour de France, vous savez, quand on visite un village, on vous montre un certain nombre. Et là, c'est pareil. De temps en temps, ils passent des images où ils sont venus chez moi, ils nous ont interviewés, ils ont interviewé mon épouse. Et il y a vraiment quelque chose. Les Suédois sont extrêmement fiers, à tel point qu'au moment où on va recevoir les diplômes, on est en cortège dans la rue et des gens sur le trottoir applaudissent. Je pense qu'en France, on aurait peut-être un peu de mal à avoir ça. Les gens protesteraient parce qu'on barre la rue. Bon, bah écoutez, voilà une émission qui se termine bien. Je vous remercie. Elle se termine peut-être pas, mais j'ai juste, avant que nous entrions dans le dur, le temps de vous dire que la prochaine émission en public à l'école alsacienne aura lieu le 10 septembre, et que comme nous sommes confiants dans l'avenir et dans la générosité de vos contributions, nous en avons déjà ouvert les inscriptions. Alain Aspect, vous êtes physicien, vous êtes spécialiste de l'optique quantique et vous êtes membre de l'Académie des sciences. Vous avez reçu la médaille d'or du CNRS en 2005, la médaille Albert Einstein en 2012, la médaille Niels Bohr et le prix Balzan en 2013.
Le prix Nobel de physique vous a été décerné en 2022 aux côtés de John Clauser et d'Anton Zeilinger pour vos expériences pionnières sur l'intrication quantique qui ont ouvert la voie aux technologies associées. La physique quantique a considérablement bouleversé notre représentation du monde et nos technologies depuis le XXe siècle, au point d'être comparée à la révolution industrielle du siècle précédent. Dans votre ouvrage de vulgarisation publié aux éditions du CNRS en 2019, vous distinguez deux révolutions au sein de la physique quantique. La première remonte au commencement du XXe siècle. Elle s'articule autour du principe de dualité onde-particule formulé par Einstein et de Broglie dans la lignée des travaux de Planck. Selon ce principe, les objets physiques peuvent parfois présenter des propriétés d'onde et parfois des propriétés de particules, comme vous l'avez vous-même illustré, sur des photons dans une expérience au retentissement considérable, réalisée dans les années 80 et publiée en 1982 avec un de vos étudiants de thèse, Philippe Grangier, qui depuis a mis au point une technologie de cryptographie quantique. Ce concept révolutionnaire a nourri l'essentiel de la recherche en physique quantique jusque dans les années 60. Il a permis d'expliquer des propriétés physiques fondamentales, mais jusque-là incompréhensibles, comme la stabilité de la matière ou les propriétés électriques et thermiques des corps. Il a également rendu possible nombre de nouvelles technologies aujourd'hui monnaie courante, comme le transistor ou les lasers. Alain Aspect, vos travaux ont principalement contribué à la seconde révolution quantique. Elle naît du concept d'intrication, selon lequel deux particules, dans certaines conditions, forment un système lié et présentent des caractéristiques corrélées, dépendantes l'une de l'autre, quelle que soit la distance qui les sépare. Ce concept est introduit dès 1935 dans la littérature scientifique par Einstein, Podolsky et Rosen, mais présente des complications si considérables qu'il faudra attendre de nombreuses années avant d'en pouvoir attester l'existence. Vous jouez dans cette histoire un rôle de premier plan. En 1964, Bell pose les fondements d'une approche expérimentale du problème, approche fondée sur la mesure du degré de corrélation entre les deux particules censément intriquées. En 1969, Clauser et ses co-auteurs traduisent cette découverte en un cadre expérimental concret, fondé sur l'étude des photons et de leur polarisation. En 1982, c'est vous qui démontrez expérimentalement pour la première fois et de manière quasiment irréfutable la validité empirique du principe d'intrication. Cette propriété est au cœur de la deuxième révolution quantique et de ses promesses technologiques. L'ordinateur quantique, par exemple, serait capable de traiter un volume exceptionnel de données pour réaliser en quelques minutes des opérations aujourd'hui insolubles par les ordinateurs classiques. Ces technologies aiguisent l'intérêt et les appétits des acteurs privés comme Google ou IBM et des décideurs publics comme la France avec son plan quantique d'1,8 milliard d'euros. Après cette introduction, je propose que Sven Ortoli, qui a dirigé le numéro spécial de Philosophie Magazine, qui porte sur la parole et les rapports entre la gestion des conflits et la parole, mais qui comporte un entretien substantiel et qui nous a tous beaucoup éclairés, entre vous, Sven, et Alain Aspect, ici présent. C'est donc à vous que revient la première question. Merci Philippe. Donc on a parcouru 100 ans d'histoire de la physique au pas de course. Il y a pas mal de notions qui ont été soulevées. La première chose, enfin, si je reprends l'intitulé du prix Nobel, enfin ce qui accompagnait la remise du prix, il vous a été décerné pour des expériences avec des photons intriqués, établissant la violation des inégalités de Bell et ouvrant la voie à la science de l'information quantique. Donc le mot-clé là-dedans, enfin l'un des mots-clés en tout cas, c'est intrication. Et puisqu'on est à l'alsacienne, ce que je vous demanderais volontiers, c'est de nous considérer comme des collégiens, non pas attardés, mais enfin curieux, mais assez incompétents, assez peu au fait de ce genre de choses, c'est-à-dire de vous adresser à nous comme si nous étions, ce que nous sommes en fait, très peu au fait de ce qui se passe en mécanique quantique et ne comprenant rien ou pas grand-chose à ce que c'est que l'intrication. Donc si vous pouvez commencer par répondre à définir ou entourer ce que ça veut dire. Je vais essayer. L'intrication s'est découvert, on peut dire, par Einstein, Podolsky et Rosen en 1935 dans le formalisme de la mécanique quantique. Le formalisme, c'est-à-dire l'appareil mathématique qui permet de prévoir ce qui va se passer si on considère telle ou telle situation et qu'on fait telle ou telle mesure. Alors, ça se trouve à l'intérieur, et ça avait été très peu réalisé jusque-là. Et Schrödinger s'était vaguement aperçu qu'il y avait quelque chose de bizarre.
je vais faire beaucoup d'apartés. Je fais une petite digression. Le formalisme quantique, il repose sur des équations dont le nombre de solutions est infini. Ce qui fait que ça autorise toutes les découvertes. On ne peut pas lister l'ensemble des solutions des équations. Et donc, il ne faut pas s'étonner qu'alors que ce formalisme était établi depuis 1925, il faut attendre 1935 pour que Einstein et ses collègues mettent le doigt sur quelque chose et disent « ça, c'est vraiment étonnant ». Alors, de quoi s'agit-il? On imagine une situation où deux particules ont interagi d'une certaine façon, elles s'éloignent, et on va faire une mesure sur la première, une mesure sur la seconde, et on va répéter l'expérience un grand nombre de fois, et si on regarde d'un seul côté, c'est totalement aléatoire. Les résultats ont l'air parfaitement aléatoires. Du deuxième côté, c'est la même chose, c'est parfaitement aléatoire. Prenons un exemple qui n'est pas celui qu'il considère, mais on peut imaginer, ici on lance une pièce de monnaie, on a pile ou face. Ici on lance une pièce de monnaie, on a pile ou face. Ah oui, les gestes, ça passe pas à la radio, Philippe. Non. Donc je remue ma main droite et ma main gauche pour les auditeurs. Et donc, ce qui est étonnant, c'est que les résultats sont corrélés. Corrélés, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on a pile d'un côté, on a pile de l'autre, et si on a face d'un côté, on a face de l'autre. Et pour s'en rendre compte, que faut-il faire? Il faut faire une mesure conjointe ou une observation conjointe. C'est-à-dire, il faut dire au 103e essai, les deux avaient trouvé face. Au 105e, les deux avaient trouvé pile. Une mesure de corrélation, c'est une mesure qui fait ce que je viens de décrire. Et donc, à partir de là, quelle est la question? La question est que on se dit, il y a rien d'étonnant. Si les deux ont face, c'est qu'on leur a fourni deux pièces truquées qui avaient deux faces, et il n'y a pas d'étonnement. Ou on leur a fourni, parce qu'à chaque fois on le fournit la paire, ou on leur a fourni deux pièces truquées qui ont deux piles, et puis voilà. Mais ce que dit le formalisme quantique, est dans la version interprétation de Copenhague, alors il faut que je fasse une légère digression. Une fois que vous avez le formalisme demande une étape qui va permettre, à partir des calculs, de dire voilà à quoi on s'attend si on fait la mesure. Et ce voilà à quoi on s'attend est de nature probabiliste. C'est Max Born qui, quelques années après l'établissement du formalisme, a dit voilà comment il faut relier l'écriture mathématique à ce que vous allez observer si vous faites la mesure. Et pour répondre à la surprise des physiciens qui ne sont pas habitués à ce que les résultats soient probabilistes. Normalement, jusque-là, depuis Descartes et compagnie, la physique est causale. Vous avez une cause, vous avez une conséquence, il n'y a pas d'aléatoire. S'il y a d'aléatoire, c'est que vous avez mal contrôlé votre affaire, mais si vous connaissiez tout, il n'y aurait pas d'aléatoire. Et donc, pour répondre à l'objection ou au malaise des physiciens qui disent « mais qu'est-ce que c'est cette histoire d'aléatoire ?» Eh bien, il y a une interprétation qu'on appelle l'interprétation de Copenhague parce qu'elle a été développée par Niels Bohr et ses élèves autour de lui à Copenhague, précisément. Et cette interprétation dit « voilà, en fait, d'accord, vous avez donné deux pièces aux gens. D'accord, ces deux pièces, ils les ont amenées chacun d'un côté, mais jusqu'au dernier moment, ils pouvaient trouver aussi bien pile que face. » Et c'est là que c'est étonnant. Et c'est là où Einstein dit « ça, c'est pas possible. » Parce que si jusqu'au dernier moment, on va trouver soit pile, soit face, et c'est au dernier moment, au moment où l'un lance la pièce et l'autre lance la pièce, et comme par magie, là, une fois que c'est en l'air, tac, les deux vont tomber pile ou les deux vont tomber face. Einstein dit ça, c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'Einstein, je vous rappelle, est l'auteur de la relativité en 1905. Relativité dit rien ne peut se propager instantanément. Or, nos deux individus, ils peuvent aller aussi loin qu'ils veulent l'un de l'autre. Et donc, si c'est vraiment au moment où ils lancent les pièces que ça se décide, alors ça veut dire qu'il y a quelque chose d'instantané qui se passe entre les deux. C'est pas possible, dit Einstein. Et Einstein dit, dont cela prouve que le résultat était prédéterminé lorsque chacun s'est promené pour aller jusqu'au bout. Comme je vous l'ai dit au début, on leur avait fourgué, en réalité, deux pièces, enfin, des pièces avec deux piles ou des pièces avec deux faces. Et donc, Einstein dit, vous voyez bien que ce formalisme qui aboutit à des probabilités, il n'est pas complet, parce qu'en réalité,
réalité, le mot est important. Einstein est un réaliste. Il pense que les objets ont une réalité. Et dans la réalité de cet objet, l'objet a la propriété d'avance qui prévoit le résultat. C'est là qu'est le débat. Et ce qui est très étonnant, et tout à l'heure, il faut que je corrige un tout petit peu votre introduction, le premier qui a fait une belle expérience prouvant l'intrication, c'est John Clauser, en 1972, mais ce que moi j'ai prouvé, c'est ce côté non local, ce qu'on appelle la non-localité quantique, c'est-à-dire que le fait qu'on peut attendre jusqu'au dernier moment, et si on décide au dernier moment de ce qu'on mesure, eh bien on constate que tout a l'air de se passer au dernier moment. C'est ça qui est époustouflant. Nicole Nisotto. Oui, merci. Avant de vous poser la question, je voulais juste rappeler que j'avais fait une brève dans le Nouvel Esprit Public l'année dernière sur votre petit ouvrage Einstein et les révolutions quantiques que l'on m'avait offert et que comme je lis les livres que l'on m'offre. Et donc, je voulais simplement vous conseiller, c'est un tout petit livre, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai ouvert un livre de physique quantique pour la première fois de ma vie. C'est un tout petit livre, mais c'est absolument formidable, c'est d'une simplicité étonnante. Alors évidemment, quand on referme le livre, on a du mal à raconter ce qu'on a lu, mais c'est extraordinaire. J'en ai fait une brève et je vous recommande. C'est un livre qui est paru au CNRS Éditions. Je crois ils l'ont fait juste après l'attribution du prix Nobel. Excellente question, merci. Non, ma question est dans l'incompétence qui me définit, comme Marc-Olivier, c'est sur la réconciliation des deux mondes, des deux physiques. Parce que tout ce que vous nous expliquez, tout ce que vous décrivez, me paraît être en contradiction avec les lois de la physique, entre guillemets, normale, telle que nous la connaissons dans l'univers. C'est-à-dire que vous expliquez qu'une particule peut en même temps être une onde, ce qui n'est pas possible normalement, pas dans ma physique à moi. Deuxièmement, vous nous expliquez cette histoire d'intrication où une particule peut avoir son double exactement identique ailleurs qui fait la même chose quelle que soit la distance, un peu comme dans l'anomalie de Hervé Le Tellier. Et troisièmement, vous venez de nous expliquer en plus qu'il y a un principe d'incertitude et que les résultats ont toujours une marge d'aléatoire, ce qui n'est pas non plus la règle de physique où quand on fait 2 plus 2, ça fait toujours 4. Et donc ma question est, comment on réconcilie cette physique quantique avec la physique, je ne sais pas comment on l'appelle, moi j'ai dit traditionnelle, et question de la question, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de loi universelle? Est-ce que justement les lois de l'univers ne sont pas universelles? Oula, la dernière question est difficile. La première, les moins. D'abord, je préfère parler de physique. Décidément, il y a un chat ici. Prenez le temps de boire un peu d'eau. Meublé, s'il vous plaît. Oui. Je vais peut-être vous chanter quelque chose alors à la demande générale. Merci. Oui, plutôt que de physique normale, je parlerai de physique classique. Et réconciliation, pratiquement, il n'y a pas de réconciliation. Ce que je veux dire, c'est que la physique quantique, c'est un autre monde. C'est le monde du microscopique, du tout petit. Et il faut bien reconnaître que dans ce monde du tout petit, les lois de la physique classique ne s'appliquent pas. J'en donne un exemple. À la fin du XIXe siècle, on sait que la matière est formée de charges positives et négatives. On sait que les charges positives et négatives s'attirent. Et donc, normalement, si on suit les lois de la physique classique, la matière doit s'effondrer sur elle-même. Nous devons passer à travers le plancher, etc. Et pour comprendre la stabilité de la matière, il faut avoir recours à la physique quantique qui dit précisément que l'électron est non seulement une particule, mais c'est aussi une onde, et une onde, ça ne peut pas être infiniment petit, et c'est ça qui va empêcher, là je vais un peu vite, mais c'est le fait que l'électron soit une onde qui va empêcher la matière de s'effondrer sur elle-même. Et vous voyez bien que ça, c'est irréconciliable. Alors, la réconciliation peut se faire par le fait que, en décrivant la matière au niveau quantique, on va pouvoir extraire des propriétés que nous appelons macroscopiques. Par exemple, la conductivité d'un matériau. Si on a pu développer les transistors, c'est parce que les meilleurs physiciens
quantiques de l'époque ont utilisé la physique quantique pour comprendre comment les électrons se propagent dans un semi-conducteur, ce qui est tout à fait particulier. Il fallait la physique quantique pour le comprendre. Une fois qu'ils l'ont eu compris, ils ont pu imaginer de construire le transistor, dont la connexion se fait en calculant à partir de la physique quantique les propriétés macroscopiques dont nous avons l'habitude, la résistivité électrique, la conductivité thermique, les propriétés mécaniques de la matière, etc. Mais la réconciliation n'est pas sur le plan des principes. Sur le plan des principes, les principes de la physique quantique sont nouveaux. Et ils sont tellement nouveaux que quand on enseigne la physique quantique, j'ai beaucoup enseigné la physique quantique, j'ai un peu enseigné la relativité. Quand on enseigne la physique quantique, il y a un moment où on dit aux étudiants, bon, on va vous donner un certain nombre d'éléments, ne posez pas de questions pendant au moins 1 heure ou 2 heures, et puis après on pourra commencer à commenter. C'est absolument révoltant. Ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on connaît. Alors que la relativité qui peut vous paraître extraordinaire, en réalité, on peut dérouler à partir de la physique classique progressivement, et tout d'un coup, vous vous retrouvez face au fait que le temps n'est pas absolu. Mais on a pu vous y mener progressivement. En physique quantique, il n'y a pas de moyen de vous y amener progressivement. Il faut avaler. Mais après, évidemment, immédiatement, on trouve la matière est stable, etc., dont on ne peut être que convaincu par la richesse des résultats que vous obtenez à partir de ce formalisme révoltant. Marc-Olivier Pédis. Ma question se situera dans le prolongement de l'interrogation de Nicole. Vous avez parlé de la réalité tout à l'heure. Quand vous avez votre travail, comme vous avez commencé à l'expliquer, vous avez voulu répondre à une question fondamentale de la physique qui était posée par Einstein, qui disait ça peut pas marcher. Et vous vous êtes attaché à ça. Et quand on lit les entretiens que vous avez donnés, apparemment, un certain nombre de vos collègues avaient tendance à considérer que ce qui était intéressant avec la physique quantique, c'était les applications, et que vous vous posiez une question théorique qui, en fait, pouvait être intéressante, mais peut-être marginale. Alors, toute la question, comme vous l'avez expliqué avec la physique quantique, c'est qu'elle ne correspond pas à notre expérience ordinaire, corporelle notamment. Si je fais tomber mes clés par terre, je comprends la gravitation universelle. Ce qui se passe à l'échelle microscopique, j'ai du mal à le comprendre. Et du coup, on a du mal à articuler ça avec une représentation du monde. Et on a l'impression, à vous lire, que finalement, pour un certain nombre de physiciens, le réel, c'est ce qui marche. C'est-à-dire, on peut faire des transistors, on peut faire des lasers, et donc ça marche, donc ça prouve que ça fonctionne. Et vous dites non, il faut démontrer. Et donc la question qui est un peu, c'est finalement, c'est quoi le réel ? C'est-à-dire, est-ce que, je crois que c'est Lacan qui disait le réel, c'est quand on se cogne. Il y a des physiciens qui pensent sans doute que le réel, c'est quand ça marche. Et donc pour vous, c'est quoi le réel ? Est-ce que je peux ajouter une question à la question de Marc-Olivier ? C'est quand, parce que Einstein dit c'est pas possible, Bohr dit c'est possible, et la réalité montre que bon. Mais vous dites je veux démontrer, je veux savoir pourquoi c'est possible. Et quand vous décidez ça, on vous regarde d'un air de dire que vous avez vraiment du temps à perdre. Et vous passez 8 ans sous des regards qui sont plus dubitatif, on va dire, peut-être même un peu ironique. Qu'est-ce qui fait qu'on continue si vous pouvez introduire la réponse à la question par de Marc-Olivier par la réponse à la mienne. Non, c'est de l'intrication. Ça, c'est de l'intrication. Plus simplement. Je vais quand même répondre d'abord à la question de Marc-Olivier, parce que si jamais je l'oubliais, je pense que j'aurais vraiment raté quelque chose d'important. Les physiciens qui disent la seule chose qui est importante, c'est que ça marche, c'est pas qu'ils sont intéressés uniquement par les applications. Que ça marche, c'est qu'ils ont, une fois de plus, dans le formalisme quantique, découvert quelque chose qui est absolument époustouflant, qui n'a pas a priori d'application, mais qui est tellement étonnant, qu'ils vont avoir envie de faire l'expérience et ils vont observer l'effet. C'est ça que ça marche. Et les gens qui, effectivement, me disaient « mais enfin, la mécanique quantique, ça marche », c'était plus des gens qui étaient dans cette veine-là que des gens qui disaient « regarde, il y a des transistors, des lasers ». Alors en fait, ces gens suivaient l'épistémologie de Niels Bohr, qu'on peut résumer, alors les bohriens me diront que j'exagère, mais qu'on peut résumer par « shut up and calculate ».
tais-toi et calcule. Alors, Niels Bohr disait que non, qu'il pouvait justifier tout ça, mais au fond, le fond de l'affaire, c'est effectivement que ça marche toujours. La preuve, l'expérience que j'ai faite, ça marche. On fait le calcul, ça marche. Et donc, le vrai débat, il est entre les gens qui disent « mais il faut accepter cette épistémologie qui remonte bien avant la physique quantique. Mach, à la fin du 19e siècle, disait la seule chose qui compte, c'est le résultat des observations. Ne cherchez pas ce qu'il y a en dessous. Et puis, vous avez des gens qui cherchent en dessous la réalité physique, et ça, typiquement, c'est Einstein. Einstein dit, moi, je veux connaître les engrenages qu'il y a là-dessous. Et moi, quand je lis Einstein, je suis complètement convaincu par ça. Mais d'un autre côté, j'ai appris le formalisme quantique, et ce qu'il faut comprendre, c'est que jusqu'à John Bell, qui a été cité tout à l'heure, le débat était purement épistémologique. C'est-à-dire, il n'y avait aucun désaccord sur la façon de faire les calculs et sur le résultat des calculs. Mais Einstein disait, vous voyez bien, à cause de la raison que j'ai expliquée tout à l'heure, vous voyez bien que ce formalisme, il faut le compléter. La physique quantique n'est qu'une espèce de physique statistique, mais il faut aller en dessous pour ouvrir en quelque sorte le mécanisme. Et Niels Bohr disait, non, on ne peut pas la compléter. Mais on voyait bien que c'était un débat de nature philosophique, épistémologique. Et c'est John Bell en 1964 qui dit, mais attendez, si vous prenez la position de Einstein jusqu'au bout, c'est-à-dire que vous croyez qu'il y a quelque chose en dessous, vous croyez qu'effectivement la pièce de monnaie, elle a déjà sa propriété avant d'arriver au bout. Alors, à un moment donné, vous avez une inégalité, la fameuse inégalité de Bell, qui est violée par la prédiction quantique. Ça arrive très très rarement. En fait, personne ne l'a jamais observé, mais on peut imaginer des situations où on va le faire. Et maintenant, je vais répondre à la question de Philippe Meyer. Quand je lis l'article de John Bell, en 1974, je suis stupéfait. Parce que d'un côté, John Bell explique la position d'Einstein, qui dit qu'il doit y avoir une réalité physique. Ça me convainc à 100%. Je suis toujours un réaliste einsteinien. Et puis, de l'autre côté, il y a ce résultat quantique que je sais parfaitement comprendre et qui a l'air convaincant. C'est en contradiction avec Einstein. Et je dis, je veux absolument travailler sur ce sujet. À ce moment-là, il y a une expérience qui est déjà sortie, celle de Clauser. En fait, il y en a 2 ou 3, mais on va dire celle de Clauser, qui a donné raison à la mécanique quantique. Mais elle est très loin d'un schéma idéal que suggère John Bell dans son papier, et je dis, c'est ça que je veux faire. Je vais faire ce schéma dans lequel on attend le dernier moment pour faire la mesure, pour voir si vraiment la non-localité quantique est là. Donc, alors, les gens qui sont ironiques, il faudrait questionner mon épouse qui entendait ses voisins sur le parking pendant qu'ils étaient en train de gratter le givre sur le pare-brise. Notre voisin éminent physicien qui lui disait « Quel dommage quand même que votre mari perde son temps dans des conneries pareilles. » Donc c'était un petit peu le sentiment à l'époque. Il se trouve que j'avais la chance d'avoir un poste de maître assistant à l'École normale supérieure de Cachan, que j'étais libre de faire la recherche que je voulais dès l'instant où je faisais consciencieusement mon enseignement. Et donc, je dois dire que répondre à une question qui est posée par Einstein, qui donne lieu à un débat entre Einstein et Bohr, les deux monstres sacrés, parce que les deux sont autant monstres sacrés l'un que l'autre. Ça me paraissait tellement intéressant que je voyais vraiment pas de raison de m'inquiéter de l'ironie des collègues. Sven Artoli. Ce qui est assez paradoxal, c'est que Einstein est celui qui va soulever en quelque sorte le lièvre de l'intrication, et en même temps c'est celui qui n'y renonce absolument pas. Et je vais faire une question en plusieurs points. C'est que vous êtes dans votre livre, vous dites de manière très pédagogique qu'il y a 2 temps en mécanique quantique. Il y a la première révolution et la seconde révolution. La première révolution, vous dites, elle concerne un monde à une particule, si je puis dire, enfin, ou à des milliards de fois une particule, et la seconde révolution concerne un monde à 2 particules, ou etc. Est-ce que vous pouvez, d'une part, commenter cet aspect, parce que je pense que notre problème à nous tous ici, il me semble pouvoir l'exprimer, c'est qu'on comprend un instant et après ça devient très vite fuligineux et on oublie. Donc, si vous pouviez remettre je trouve que
cet aspect entre les deux révolutions, il est très pédagogique et très fort. Et puis peut-être un deuxième aspect plus anecdotique. Il y a cette phrase qui est une scie, mais qui est une scie qui a une certaine valeur, en tout cas qui a un son qui résonne encore, de Richard Feynman, qui dit, je le cite de mémoire, personne ne, je vais pas le citer de mémoire parce que j'ai déjà oublié, mais personne ne comprend rien. Je pense pouvoir dire sans trop me tromper que personne ne comprend la mécanique quantique. Et alors c'est une boutade, mais c'est pas seulement une boutade. Et c'est une boutade qui vous concerne puisque vous avez eu l'occasion de rencontrer Feynman et même de tenir un séminaire devant lui, quoi. Donc voilà, si on peut juste revenir en arrière sur la constitution même de la mécanique quantique et les deux révolutions, et puis cette anecdote sur sur ce monde. Alain Aspect. Alors, il y a beaucoup de choses, et je vais commencer par le premier point. Einstein n'a pas renoncé à l'intrication. Mais Einstein ne connaissait pas le théorème de Bell. Einstein pouvait rester dans l'idée que ce qu'il proposait était totalement compatible avec la physique quantique. Et donc, avec même l'interprétation enfin, pas avec l'interprétation, mais avec le formalisme tel qu'il était. Donc, on ne peut pas savoir. D'ailleurs, je suis en train de préparer un livre qui sera un petit peu plus gros pour Odile Jacob, et je crois que le titre sera quelque chose du genre « Si Einstein avait su ». Il ne savait pas. Il ne savait pas. Et donc, je crois que c'est pas la peine de gloser là-dessus. Il faut juste être admiratif devant le fait que Einstein a soulevé la question. Et c'est pour ça que quand on me fait dire Einstein avait tort, etc., attendez, peut-être qu'il aurait eu une réponse intelligente s'il avait connu les inégalités. Mais on est sûr qu'il aurait eu une réponse intelligente s'il avait connu les inégalités de Bell. Donc je suis remonté au départ et du coup j'ai perdu le fil. C'était quoi la question suivante ? La deuxième. Si vous pouvez simplement nous préciser... Ah oui, d'accord. Alors... Okay. Première évolution quantique, le transistor, le laser. Le transistor, on peut le comprendre en se disant que chaque électron a une propriété que l'on peut décrire par la physique quantique, et ensuite on n'en a pas un, on en a des milliards, ces milliards forment un courant électrique, mais le fait qu'il y en ait plusieurs, il n'y a pas d'interaction entre eux, enfin il n'y a pas de complications liées au fait qu'il y en a plusieurs. Alors, la première évolution quantique, comme on l'a dit, elle est liée à la dualité onde-particule. C'est-à-dire que cet électron, quand il se déplace dans le cristal, ce sont ses propriétés ondulatoires qui sont en jeu, et non pas le fait que c'est une particule. Mais par ailleurs, il y a des moments où il apparaît comme une particule. Alors, c'est difficile à comprendre, mais c'est quand même pas totalement affreux. Parce que une particule qui se déplace dans notre espace, l'espace dans lequel nous vivons, on comprend bien ce que c'est. Une onde qui se propage dans notre espace, on comprend à peu près ce que ça veut dire. Donc, on a quand même un modèle pour chacune des deux faces de la pièce de monnaie, si j'ose dire. C'est pas la même que tout à l'heure. Mais en revanche, ce qui est étonnant, c'est comment un objet peut-il être à la fois une particule bien localisée ici et une onde qui n'est pas localisée. Donc ça, c'est choquant, mais ce n'est qu'à moitié choquant. Parce que l'intrication, quand il y en a deux, ça, je ne sais le décrire que dans un espace abstrait qui n'est absolument pas l'espace dans lequel nous vivons. Et donc, toute la bizarrerie de l'intrication, c'est que, quand même, à la fin, comme je dis, moi, dans mon laboratoire, j'ai une source ici, j'ai un détecteur là, un détecteur à 12 mètres de l'autre côté. Je fais des gestes, je suis désolé pour les auditeurs. Et donc, ce que moi je veux comprendre, c'est ce qui se passe entre la source et les deux détecteurs dans mon espace. Je veux le décrire. Or, ça, a priori, c'est pas dit dans le formalisme quantique qui fait un calcul global dans un espace abstrait qui va me donner les résultats des corrélations. Néanmoins, je peux prendre une voie détournée pour faire parler, je mets à la question le formalisme quantique, et je peux quand même tenter de le faire parler en disant, supposons qu'on réalise une mesure d'un côté d'abord, parce qu'on est un peu plus près de la source que de l'autre côté, et là, qu'est-ce qui se passe? Et donc, je reviens dans mon espace, mais le résultat, c'est la fameuse non-localité quantique, c'est-à-dire la réponse, c'est au moment où je fais la mesure du premier côté. Le résultat est déterminé à ce moment-là, et instantanément, l'autre qui est à 12 mètres, entre guillemets,
prend la propriété qui va donner lieu à la corrélation. Ça pourrait être sur Mars aussi bien, sur Alors, la Terre. oui, alors en principe. En pratique, il y a les histoires de décohérence qui vont compliquer la vie. Mais il y a quand même une expérience réalisée par les collègues chinois qui ont émis une paire de photos intriquées depuis un satellite et qui ont observé la corrélation à 1200 km de distance. Justement. Cette corrélation à 1200 km de distance produit un silence admiratif dans le public de l'école alsacienne, silence que Nicole va rompre. Oui, parce que je voulais vous interroger sur les conditions concrètes de votre travail. D'abord, vous vous décrivez vous-même comme un jeune homme provincial qui est monté à Paris faire ses études et qui a passé tous les échelons de maître de conférence à professeur à l'École normale supérieure de Cachan, au CNRS, puis plus tard à l'Académie des sciences, etc., etc. Mais concrètement, vos expériences, votre laboratoire, ça ressemble à quoi? Ce sont des écrans, ce sont des mathématiques, puisque vous dites que que le monde quantique n'est pas un monde réel. Vous travaillez sur quoi? Voilà. Non, mais c'est une question qui m'intéresse vraiment, de visualiser comment on arrive à faire des expériences comme vous l'avez faites. Moi, il se trouve que j'avais visité le CERN en Suisse autrefois, ça n'a rien à voir, mais au moins on voit quelque chose de concret. Voilà, ça c'est ma première question. Est-ce que vous élevez des protons et des lapins dans un... Ma deuxième question, c'est sur les conditions financières de votre recherche. Parce qu'on dit souvent qu'en France, les laboratoires de recherche, y compris les plus excellents, n'ont pas assez de moyens, notamment financiers, ni d'assistants de recherche, etc., par rapport aux laboratoires anglo-saxons. Est-ce que vous avez souffert de ça, ou est-ce que vous avez trouvé dans l'international, dans la coopération internationale, quelque chose qui minorait la dégradation de la recherche française? Alain Aspect. Alors, il faut distinguer deux phases. Il faut distinguer la phase de ces expériences qui m'ont conduit au Nobel, et ensuite, comme vous l'avez dit, à partir du moment où j'ai eu un certain crédit, précisément j'ai eu des crédits et j'ai développé des laboratoires. Alors la première, j'ai eu une chance extraordinaire, c'est que j'avais 0 concurrent dans le monde entier. Parce que, précisément, l'immense majorité des physiciens pensaient que c'était une question sans intérêt. Et donc, j'ai pu travailler un petit peu de briques et de broc. J'ai eu quand même un certain soutien de l'Institut d'optique, et en particulier à l'époque, on avait des ateliers extrêmement fournis, il y avait de nombreux ouvriers, techniciens dans les ateliers, et donc on pouvait faire fabriquer par les ateliers, et c'était gratuit. Aujourd'hui, on ne travaille plus du tout comme ça. Aujourd'hui, il y a des catalogues, on commande, et si on n'a pas d'argent, c'est pas facile. Donc, j'ai réussi à monter mon expérience un peu de briques et de broc. J'ai trouvé beaucoup d'aide des gens chez qui j'allais, parce qu'un point que je dois signaler, c'est que dès le début, je me suis préoccupé d'expliquer à mes collègues pourquoi c'était intéressant. Et j'ai assez rapidement développé un discours qui faisait qu'un collègue me disait « Mais pourquoi tu perds ton temps à ça ?» Je dis « Tu me donnes un quart d'heure ?» Oui. Et au bout d'un quart d'heure, il me disait « Mais c'est rudement intéressant ce que tu fais. » J'ai dit « Oui, c'est pour ça que je fais une expérience. » Et donc, quand j'allais voir les gens, que je leur expliquais ce que je voulais faire, que je leur demandais une aide technique, voire un prêt de matériel, ils trouvaient le sujet intéressant. En plus, j'étais pas un concurrent direct, parce qu'ils faisaient pas ça. Donc, j'ai trouvé quand même beaucoup de gens qui m'ont prêté du matériel, qui m'ont appris un certain nombre de techniques. Et donc, ça s'est développé comme ça. Alors, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à de la vraie matière. J'ai au départ une enceinte à vide, c'est-à-dire une grosse cocotte minute dans laquelle on fait le vide. Il y a des fenêtres en verre, la lumière va s'en aller par là, et puis on va la guider avec des lentilles. Vous avez vu ce que c'est des lentilles pour guider des faisceaux lumineux, et puis au bout on va mettre des détecteurs qu'on appelle un photomultiplicateur. Alors ça c'est magique, enfin magique, vous avez compris ce que je veux dire, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Un photomultiplicateur, un photon et un seul arrivent dessus. Je dis bien un photon et un seul arrivent dessus. Et il y a un électron qui est émis. Mais cet électron est accéléré, il heurte une paroi et maintenant il y en a 3.
les 3 sont accélérés, heurtent une nouvelle paroi, il y en a 9. Et c'est la fameuse croissance exponentielle, vous savez, les grains de blé. Et donc, au bout de 10 étages d'amplification, vous avez une impulsion électrique macroscopique que vous pouvez visualiser sur un écran, que vous pouvez compter, etc. Dans l'expérience, finalement, il y a cette partie où vous avez les photons qui se baladent, vous avez les détecteurs, et derrière les détecteurs, il y a des appareils d'électronique qui vous permettent de les compter, de regarder les corrélations, de les enregistrer dans des ordinateurs de façon à plus tard pouvoir analyser ces signaux. Mais venez me voir à l'Institut d'optique. Philippe Meyer est venu. Alors, je suis venu, je me suis fait remarquer parce que quand je suis rentré dans le laboratoire d'Alain Aspect, il y a des fils absolument partout, il y a des appareils dont j'ignore complètement la nature, qui ne ressemblent pas, contrairement à ce qu'il vient de dire, à une cocotte minute, ou alors vraiment il y a des cocottes minutes d'un modèle qui m'a échappé, et stupéfait de ce laboratoire, j'ai dit c'est ce qu'on appelle un beau désordre. Il s'est retourné vers moi et si ses yeux avaient été des revolvers, je ne serais plus là pour vous parler. Il m'a dit c'est pas un désordre. Voilà, donc ça ne ressemble pas au CERN, parce qu'au CERN, c'est une cathédrale. Je veux dire, rien que le détecteur qui a permis de voir le photon de Higgs, il est littéralement aussi grand que Notre-Dame de Paris. Là, pas du tout. Ce sont des éléments qu'on déplace à la main. Cette physique, normalement, est maîtrisée par une seule personne d'un bout à l'autre. Alors, en réalité, il vaut mieux qu'il y en ait 2 ou 3 à la fois parce qu'on n'a pas 3 bras et 4 mains. Mais normalement, chaque physicien sur cette expérience contrôle la totalité de l'expérience. Donc ça, c'est une partie de la réponse. Alors, les crédits. Les crédits dont je vous ai expliqué, moi, c'était pas un vrai problème. Alors, j'ai eu quelques coups de main de gauche et de droite. Et encore une fois, le fait que je n'avais pas de concurrent faisait que j'ai mis beaucoup plus de temps qu'on ne mettrait aujourd'hui avec des moyens normaux sur cette expérience. Alors parlons de la recherche que j'ai faite par la suite et qui continue à se faire dans le laboratoire dans le groupe que j'ai créé, mais dont je ne suis plus rien puisque le CNRS m'a gentiment prié de prendre la porte à l'âge de 65 ans. Donc je suis émérite, donc j'observe ce qui se passe. Ils ont le droit de me parler quand même, les gens. Donc ce genre de physique, elle se fait avec des crédits, je dirais, pour monter une expérience, il faut au départ quelques centaines de milliers d'euros. Une fois qu'elle est complète, il faut 1 million d'euros. Ce sont des sommes que l'on arrive à avoir en accumulant un certain nombre de contributions. Et puis, vous qui êtes une Européenne convaincue, il y a quelque chose qui est absolument génial. C'est le ERC, European Research Council, qui donne à des individus, dont en l'occurrence moi, 5 ans avant ma retraite, une somme. J'ai eu un ERC, 2,5 millions d'euros, ça permet de voir venir, ça permet de monter de nouvelles expériences. Il est clair que la plupart des gens n'ont pas assez d'argent parce que les crédits, les contrats qui sont distribués par l'Agence nationale de la recherche, c'est pas sa faute, ne sont pas suffisants. De notre côté, il y a quand même assez d'argent pour qu'on puisse amorcer, commencer, bricoler un peu. Mais bon, si on compare par exemple aux collègues allemands, il est certain qu'on a beaucoup moins d'argent qu'eux. Mais je vais ajouter... Mais on a un Nobel. Oui, mais eux, ils en ont de temps en temps aussi. Mais par contre, ce que j'ai pu observer, c'est qu'il faut suffisamment d'argent, ça, il n'y a pas de doute, et je dirais que les labos standards français n'en ont pas vraiment assez. Mais ce que j'ai pu observer en particulier dans un certain nombre d'instituts allemands, où là, l'argent coule à flot, à partir d'un certain niveau, ça n'ajoute rien, le fait d'avoir de l'argent en plus. Donc, il faudrait que... Voilà, au fond, si on multipliait par 2 ce que nous avons en France, je pense qu'on ne serait pas loin d'un monde idéal. Le message va passer, Marc-Olivier Padis. Oui, je voudrais vous poser une question sur un point plus spécifique. On parle beaucoup du développement des ordinateurs quantiques. Et on dit, c'est là le point, on parlera peut-être des applications dans la deuxième partie, mais ce qui est intéressant avec le quantique, c'est que ça augmente la puissance de calcul. Et ça, j'arrive pas à comprendre en quoi tout ce que vous avez expliqué là peut avoir un effet d'amélioration d'une puissance de calcul.
Alors, je vais essayer, mais il faut d'abord que je précise que l'ordinateur quantique idéal, qui est celui auquel vous faites référence, n'existe pas encore. Et je pense même que c'est tellement difficile que je ne suis pas sûr que je verrai ça de mon vivant. Mais encore une fois, j'ai passé une certaine barrière. D'un autre côté, au cas où vous penseriez que je suis pessimiste, moi j'ai une croyance chevillée au corps qui est basée sur une expérience de quelques décennies, c'est que quand quelque chose qui a l'air très difficile techniquement n'est pas interdit par une loi fondamentale de la physique, tôt ou tard, ça se produit. Exemple, la détection des ondes gravitationnelles. En 1990, on disait c'est totalement fou, mais quand même, quand on faisait l'analyse, ça paraissait possible. Eh bien, 30 ans plus tard, on a observé. Donc, je ne suis pas en train de dire que ça ne se produira pas. Je pense que les difficultés sont tellement grandes que ça m'étonnerait que ça se fasse en quelques années. Il y a par contre des versions simplifiées, réduites, dégradées, qui existent, mais venons-en à votre question. Quand j'ai deux objets intriqués, une caractéristique fondamentale, c'est qu'il y a davantage de réalité physique, si vous voulez, ou davantage d'informations dans ces deux objets que dans la somme de l'information qui est dans le premier et de l'information qui est dans le second. Ce que je veux dire, c'est que si je prends des objets classiques, mes deux pièces de monnaie, une fois que j'ai dit cette pièce, elle a une face et un pile, l'autre, elle a deux faces ou elle a deux piles, une fois que j'ai dit ça, je sais tout sur la paire. Et donc, par exemple, pour comprendre les corrélations, j'ai dit, alors cette fois-là, j'ai une pièce qui a deux faces, de l'autre côté, j'ai une pièce qui a deux faces. Quand je vais lancer mes pièces et regarder la corrélation, je vais rien apprendre de plus. C'était déjà là. Et c'était déjà là comme la somme de ce qu'il y a du premier côté et de la somme du deuxième. Quand j'ai une paire intriquée, il y a davantage d'informations dans le tout que dans la réunion, que dans la somme des parties. Alors, ce supplément, il est modéré sur une paire. Mais si j'en prends 3, le supplément est 2 fois plus grand. Si j'en prends 4, je vais vous ressortir l'exponentielle. Si j'en prends 4, c'est encore 2 fois plus grand. Et si j'en prends 100, la quantité d'informations que je peux mettre là-dedans est plus grande que la description de l'ensemble des particules de l'univers. Donc l'idée, c'est que je vais pouvoir mettre là-dedans une quantité d'informations phénoménale, et ensuite, en une seule opération, je vais opérer sur ce très grand nombre d'informations dont la réponse, c'est parallélisme massif. En une seule opération, je fais évoluer un nombre phénoménal d'informations. C'est l'idée de base. Après, le détail est extrêmement compliqué. Il faut savoir que, alors il y a de très nombreux groupes théoriques, mathématiques appliquées, informaticiens quantiques qui travaillent là-dessus. C'est un sujet totalement ouvert. Juste pour vous dire où on en est, nous n'avons pas une algorithmique systématique. C'est-à-dire que si demain, on donne à un de ces mathématiciens ou un de ces informaticiens un ordinateur quantique et qu'on lui dit « résous tel problème », il ne sait pas répondre. Alors qu'en informatique classique, on sait faire. Vous donnez le problème et il y a une méthode systématique. En revanche, on a identifié un certain nombre de problèmes qui, eux, trouveraient avantage à disposer d'un ordinateur quantique. Mais c'est un sujet en plein développement, j'ai tout à fait confiance. Sven Ortoli. Une question sur l'intrication, à savoir combien de particules on peut intriquer, parce que là, dans l'exemple de base, c'est avec 2 particules, et est-ce qu'il y a une sorte de porte ou de seuil entre le monde classique et le monde quantique qui serait ou pas limité par un nombre X de particules qu'on est capable d'intriquer. Ça, c'est la première question. Puis la deuxième question, si vous pouvez juste revenir sur la non-localité pour donner une petite définition complémentaire. Voilà, merci. La non-localité, c'est dans les images. C'est le fait que si j'insiste pour me représenter dans mon laboratoire, dans l'espace réel, ce qui se passe lorsque je mesure simultanément les propriétés du premier photon et du deuxième photon, si j'insiste pour avoir une image. Les gens de l'école Shut Up and Calculate, ils disent « mais t'as pas besoin d'image, t'as qu'à faire le calcul, tu verras bien ». Donc si j'insiste pour avoir une image, tout se passe comme si, au moment où je fais la première mesure, instantanément, ça a affecté l'état du photon qui est à 12 mètres ou 100 mètres ou 10 km ou 1200 km. La non-localité quantique, c'est ça. Alors, il ne faut pas en conclure qu'on peut transmettre une information plus vite que la lumière. Le raisonnement
qui montre qu'on ne peut pas transmettre une information utilisable. C'est-à-dire, j'appuie sur un bouton et une lampe s'allume à l'autre bout. On ne peut pas faire ça. Et figurez-vous que la raison pour laquelle c'est impossible, c'est une autre propriété fondamentale de la physique quantique, le hasard absolu. Quand ma particule arrive, ma pseudo-pièce de monnaie, jusqu'au dernier moment, je peux avoir pile ou face. Et je ne peux pas forcer le destin. Je ne peux pas décider, ce coup-ci, je vais avoir pile, quitte à ce qu'en moyenne, ça va se stabiliser. Et c'est parce que je ne peux pas forcer le destin, parce que ce résultat est aléatoire jusqu'au dernier moment, que je ne vais pas pouvoir l'utiliser. En revanche, si j'enregistre tout ce qui se passe, à la fin, avec l'heure exacte à laquelle ça s'est produit, à la fin, je mets côte à côte l'ensemble des résultats, je serais bien obligé, en tant qu'archéologue, en tant qu'historien, d'admettre que quelque chose s'est passé instantanément, mais je ne pouvais pas l'utiliser. Je pense que j'ai dit ce que je pouvais dire de mieux sur la non-localité quantique, sachant qu'encore une fois, qu'un certain nombre de mes collègues me disent « mais t'as pas besoin d'invoquer ça, fais le calcul et tu as le résultat ». L'autre question, tout aussi passionnante, parce qu'elle est fondamentale, c'est y a-t-il une limite au nombre de bits quantiques, ou d'objets, mais disons de bits quantiques que l'on peut intriquer? Grande question. Je pense que les efforts expérimentaux qui sont faits actuellement pour intriquer un nombre de plus en plus grand de bits quantiques vont peut-être nous apporter un début de réponse. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui, on arrive à en intriquer quelques centaines, voire quelques milliers, mais avec des défauts. C'est-à-dire, si on avait 100 bits quantiques parfaits, intriqués, on aurait l'ordinateur quantique. Seulement, ils ne sont pas parfaits. Comme ils ne sont pas parfaits, il y a des erreurs. Quand on a des erreurs en informatique, qu'est-ce qu'on fait? On fait de la correction d'erreurs. Pour faire de la correction d'erreurs, il faut distribuer l'information, il faut mettre de la redondance, c'est-à-dire un bit idéal en informatique classique, on répartit l'information sur 3 bits réels, ce qui fait que même s'il y en a un qui est faux, c'est pas grave. Le problème avec les bits quantiques, c'est que les meilleurs codes correcteurs d'erreurs demandent 1000 bits excellents pour un seul bit logique. Donc, vous me voyez venir, il faudrait en avoir 100 000 ou 1 million probablement pour arriver à faire quelque chose qui ressemble à l'ordinateur idéal. Et donc, les efforts qui se font en ce sens, c'est d'en intriquer un nombre de plus en plus grand. C'est de plus en plus difficile parce que plus vous en avez, plus la fameuse décohérence vient perturber. Et on peut se poser la question, y a-t-il une limite? S'il y avait une limite, ce serait la plus grande découverte de la physique quantique depuis bien longtemps. Car une chose étonnante du formalisme quantique, c'est que, a priori, il n'y a pas de limite. C'est la fameuse histoire du chat de Schrödinger. Le chat de Schrödinger consiste à dire « Ah, mais le chat qui peut être à la fois vivant et mort, c'est comme la particule qui peut être à la fois ici et là. » Mais pour une particule microscopique, on l'a observé un grand nombre de fois, on l'a encore jamais vu pour un chat. Mais rien dans le formalisme dit que ça pourrait pas se produire pour un chat. Donc en fait, en intriquant un nombre de plus en plus grand de particules, on construit un chaton. Et puis, alors, il est petit, le chaton, actuellement. Il est avec quelques dizaines ou quelques centaines. Et donc, si jamais on butait sur une limite fondamentale, on aurait répondu à cette question essentielle qui est où se trouve, y a-t-il une limite? Où se trouve la limite entre le monde classique et le monde quantique? On n'en a pas la moindre idée, c'est une question passionnante, ce qui fait que de deux choses l'une, où on arrive à vraiment faire un superordinateur quantique, et ce sera merveilleux, ou bien on bute, et les gens qui ont investi dans l'ordinateur quantique vont perdre leurs dollars, mais par contre les physiciens seront tout à fait réjouis parce qu'ils auront trouvé une nouvelle loi fondamentale de la physique. Merci beaucoup. Nous allons passer aux questions du public juste après ce générique, après que j'ai remercié bien sûr Alain Aspect de s'être prêté à cette thématique, l'école alsacienne de nous avoir accueillis, et Julien Neuville et Nouvelles Écoutes de nous produire, mais remercier aussi Étienne Billon, avec qui cette émission a été préparée, Benoît Carré, qui va en assurer le compendium, Nicolas Tourneau, qui veille sur notre site, tandis qu'Olivier Magloire veille sur la plateforme de financement. Je vous ai parlé des financements. Et Laurie Galigani et Christian Sori, toujours fidèles au poste à l'école alsacienne pour ces enregistrements en public, dont le prochain, comme je vous l'ai dit, aura lieu le 10 septembre, pour lequel vous pouvez déjà vous inscrire. Et donc, le temps que celles et ceux d'entre vous qui ont un
Bœuf Bourguignon sur le feu puisse aller le rejoindre et nous reprenons avec vos questions. Quelqu'un me fait des grands signes, mais non, c'est pas du tout pour moi. Merci beaucoup et merci au public évidemment d'être venu ce matin.